Bonjour, excellent réveil à tous. Ravi de vous retrouver ce matin. Dans cette matinée, nous aborderons différentes thématiques. Nous parlerons entre autres d'un événement qui marque cette semaine, puisque Alger vit depuis 2 jours au rythme du Festival national du théâtre professionnel. Donc pas moins de 13 travaux théâtraux seront en compétition en lice sur les planches du théâtre national Mahidine Bachtarzi. Et bien sûr, nous aurons le plaisir de recevoir ce matin des participants à cet événement très attendu par les amoureux du 4e art, entre autres Haider Ben Hassine, metteur en scène, comédien, et donc très imprégné de la formation. Il aura l'occasion justement de présenter un atelier autour de l'actorat à l'occasion de ce festival, et il nous parlera justement de son expérience ce matin dans ce domaine en particulier. Nous aurons aussi le plaisir de recevoir entre autres participants Wahid Achour, dont la pièce sera présentée au public ce soir sur les planches du Théâtre national algérien. Donc nous aurons plus de détails sur ces travaux artistiques dans un moment. Et en parlant d'art justement, nous aurons le plaisir et l'honneur de recevoir Jannet Zahia Habri, qui sera sur notre plateau ce matin, à l'occasion d'une exposition abritée actuellement par la galerie France Fanon de Riyad El Fath. Donc elle expose actuellement aux côtés de Mustafa Adden ainsi que Monsef Guita. Donc on parlera avec de plus amples détails de cette exposition dans un instant avec celle qui est connue pour être l'une des premières femmes sculpteurs de ce pays. Dans cette émission, nous parlerons aussi de découvertes archéologiques avec Samira Hadjamar qui viendra nous rejoindre également. Et puis nous parlerons de l'actualité en Palestine avec Yazid Ait Mahidine. Nous évoquerons aussi les dangers qui planent autour justement de cet hiver qui avance tout doucement, bien sûr. On parlera de prévention autour de tous les dangers qui planent durant cette saison hivernale avec le commandant Nassim Barnaoui qui représente la protection civile sur notre plateau ce matin. Et puis nous aurons le plaisir aussi de parler d'un ouvrage très intéressant. C'est un Algérien expert en sécurité, en cybersécurité, voilà, je trouvais pas le mot, mais bon, on y arrive. Donc, cybersécurité essentiellement ce matin, à travers un ouvrage sorti récemment lors du dernier SILA. Et donc, l'auteur, qui n'est autre que Monsieur Nourdine Labani, sera parmi nous ce matin pour parler de cet ouvrage, mais aussi de son expérience en termes de formation dans ce domaine en particulier qui est très intéressant et très convoité en ce moment. Voilà qui est dit par rapport à l'essentiel de la composante de notre matinale d'aujourd'hui. Et puis bien sûr, ceux qui sont habitués à nous voir tous les matins savent très bien qu'on démarre ce magazine avec un point météo. Aujourd'hui, il est signé Amel Laribi et c'est parti. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Bonjour Amel. Bonjour Nadia. Ravi de vous retrouver ce matin. De même. Voilà, ravi également de vous retrouver ce matin. Merci d'être avec nous. Et tout de suite, les nouvelles du ciel. Les cartes sont en face de vous. À vous de jouer. C'est très simple pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Nadia. Bonjour à tous. Eh bien pour aujourd'hui, on aura de la brume et même du brouillard sur pratiquement l'ensemble des régions nord, d'ouest en est. Puis le ciel restera dégagé tout au long de la journée, excepté quelques nuages, mais vraiment inoffensifs, vers de l'extrême est. À noter formation de gelée sur les hauts plateaux ouest, centre et est. Donc soyez très très prudents si vous êtes sur la route. La chaussée risque d'être glissante. La moitié sud également, eh bien le ciel restera généralement dégagé à partiellement voilé. Et à noter des ondes de sable cette fois-ci vers l'extrême sud. Les températures l'après-midi, eh bien Météo Algérie a prévu 14 degrés du côté de Sétif, Constantine, Batna, également Al-Biyad, 15 degrés à Djelfa, 16 Tizi Ouzou,
18 degrés à Alger, Oran, Annaba, 17 à Tiaret, 20 degrés à Tlemcen, également Gardaya et Biskra et Janet, 17 degrés à Béchar, 19 Tindouf, 22 degrés à Tamanrasset, 20 à Drarin Salah et enfin 26 degrés le maximum Borj Bedi Mukhtar et Ingzem. La mer aujourd'hui se montrera plutôt calme sur les côtes ouest, peu agitée sur les côtes centre, agitée sur les côtes est. Des vents variables et faibles, 10 à 20 km/h sur pratiquement toutes les côtes, mais seront de secteur ouest à nord-ouest sur les côtes est. On va faire un petit tour du côté de l'Asie où le temps restera plutôt bien ensoleillé. Du côté de New Delhi, Dhaka, Pékin, Tokyo, également Hong Kong, peu nuageux à Manille. Par contre, on notera des pluies orageuses vers Colombo, Singapour et Jakarta. Le mercure affichera moins 2 degrés. Le minimum à Pékin, 10 degrés à Tokyo, 24 à New Delhi, 18 à Hong Kong, 28 Bangkok, également Singapour, 32 à Colombo et enfin 33 degrés le maximum à Jakarta. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Merci infiniment pour tous ces détails. C'est moi qui vous En tout remercie. cas, ces jours-ci, mon parapluie dans le sac, on ne sait jamais. Pendant la semaine aussi. Pendant toute la semaine, j'ai Malheureusement. compris. Malheureusement. Merci infiniment, C'est moi. Amel. Voilà, on vous retrouvera avec plaisir demain pour le Inch'Allah. meilleur, justement, des nouvelles du ciel. Et bien sûr, tout à l'heure, le public de Canal Algérie pourra vous et retrouver 19h. à midi et 19h. On l'a bien dit. Et donc, maintenant, comme d'accoutumé, nous vous offrons une chanson de début pour chaque magazine. Nous avons coutume depuis quelque temps de vous présenter surtout des titres qui font référence à la Palestine et qui rendent hommage un petit peu au peuple palestinien meurtri. Amana Yamsafer sera notre chanson du jour. Elle est interprétée par Jawad Yazen. أمانة يا مسافر سلم على أهلي وأحبابي في قلبي أنتي يا بلادي حلوة ما شاء الله مشتاقة عيني للحارة واللمة وأصحابي ما بنسى ريحة تراب بلدي حماك الله لا شافوا مثلك عيوني ولا عمري راح ألقى بغلاك يا بلادي والله ترخص لك عيوني وأهديك من عمري وردي على خدك الدافي يا بلادي بعدك على قلبي الأحلى والأغلى أمانة يا مسافر سلم على أهلي وأحبابي في قلبي أنتي يا بلادي حلوة يا ما شاء الله مشتاقة عيني للحارة واللمة وأصحابي ما بنسى ريحة ترابك بلدي حماك الله ميل عنا وخد لك صورة لا تبقى ببالك محفورة وببلدي خد لك قصدورة وطل علي يابا طل علي ميل عنا وخد لك صورة لا تبقى ببالك محفورة وببلدي خد لك كزدورة وطل علي يا بطل علي طل علي غني غني في بلادي تبقى متهني لو تطلب عيني اني تهون علي يابا طل علي ميل عنا وخد لك صورة لا تبقى ببالك محفورة وببلدي خد لك كزدورة وطل علي يا بطل علي
Voilà notre premier invité ce matin, Monsieur Nassim Barnaoui, commandant Nassim Barnaoui, donc il représente la Direction générale de la protection civile. Ce matin, bon, c'est dans le cadre d'une campagne de sensibilisation qui a été lancée par la protection civile tout récemment, donc des efforts justement de sensibilisation et des déplacements durant cette saison hivernale qui est assez particulière pour ce corps de métier, n'est-ce pas, docteur? Docteur, bon, bien sûr, hein. Il y a beaucoup de docteurs, mais vous êtes commandant Nassim Barnaoui. On est ravis de vous recevoir comme d'accoutumé. Ça va? Ça va, madame. Bonjour. Bonjour Alhamdulillah. tous les téléspectateurs. L'hiver est là et il apporte son lot d'inquiétude dans le Exactement. corps de la protection Il s'installe. civile. Ouais. Ça s'installe, effectivement. C'est installé l'hiver, bien sûr. Il a toutes les caractéristiques par rapport aux autres périodes de saison tout le long de l'année. Notamment, on parle de tout ce qui est lié aux accidents liés aux risques hivernaux. Vous avez bien cité les accidents de la route, les accidents domestiques, dont les intoxications au monoxyde de carbone. Le citoyen doit doubler vigilance, notamment dans cette période, surtout quand on voit certes qu'il va faire beau aujourd'hui, mais tôt le matin, la brume, le brouillard, le verglas, les chaussées glissantes, il fait très La froid. buée sur les La buée sur vitres. les vitres, exactement. Pas beaucoup d'automobilistes qui ont, c'est-à-dire les outils qui fonctionnent au niveau de leur véhicule, c'est-à-dire pour dégager cette bouée et procéder au nettoyage, toute une culture préventive, c'est-à-dire pour être à l'abri, éviter d'être une cause d'accident ou bien victime d'accident de la route. Il y a aussi un point très important, notamment ça coïncide avec les vacances, donc la destination privilégiée des Algériens, c'est la fin de l'année aussi, donc le tourisme va s'enrichir, donc beaucoup de destinations, notamment le Grand Sud, les hauts plateaux, les zones montagneuses, et là, il ne faut pas uniquement avoir double vigilance, il faut avoir toute une culture de ce qu'on va faire, notamment le tourisme montagneux. Oui. Notamment ceux qui font le grimpe, l'escalade, les randonnées pédestres. Donc, on a constaté, c'est-à-dire avec le retour de l'hiver, le retour de la neige, de la pluie, il y a eu quelques interventions pour recherche des personnes qui se sont égarées. On a constaté Oui, que... tout à fait. Il y a eu vraiment voilà, une alerte qui avait été donnée du côté de Tikjda, il me semble. Oui. Voilà, avec ce groupe de randonneurs qui s'étaient égarés pendant 24 heures, qui ont... voilà, ça a eu des conséquences sur leur santé. Ils ont été retrouvés fort heureusement, mais dans un état un petit peu critique. Hein, bien sûr. Quand on reste longtemps exposé à un froid glacial et quand on n'est pas équipé des vêtements, des équipements spéciaux, c'est-à-dire pour faire cette randonnée ou aller dans des endroits montagneux, donc on s'attend c'est-à-dire on aura des bobos, on aura, c'est-à-dire l'état de santé un peu critique. C'est que déjà hier, le vendredi et le samedi, donc une grande action de sensibilisation a été effectuée par les éléments de la protection civile, notamment au niveau de Tikjda, pour sensibiliser notamment les familles et les jeunes, les adolescents, les randonneurs, les amateurs de l'escalade, du grimpe. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Donc, beaucoup de conseils ont été des dépliants, des outils aussi, même des sifflets, des lampes torches, c'est-à-dire même si on aura des personnes égarées, on peut c'est-à-dire avoir de la lumière ou bien des sifflets, on écoute, c'est-à-dire localiser leur endroit. Il faut signaler... Un peu comme les scouts. Un peu comme les scouts. Un peu comme le kit scout, voilà, qui permet justement de se retrouver. C'est le mot, c'est le kit scout qu'il faut avoir. Et aussi, pour avoir tout un équipement adéquat. Notamment les chaussures Hachakom, les vêtements, les couleurs des vêtements, le sac à dos, qu'est-ce qu'il doit contenir, notamment de l'eau, de la nourriture, des médicaments pour les gens qui ont atteint de maladies chroniques, et sans oublier de signaler votre départ, votre départ. Et tout d'abord... L'idéal, n'est-ce pas, Nassim Barnaoui, c'est qu'ils aient en leur compagnie un guide. Un guide, exactement. Dans une zone qui est inconnue, il vaut mieux être donc accompagné par une personne qui connaît bien le terrain. Exactement. Et qui pourra justement avoir les bons réflexes à chaque situation. Un guide connaît parfaitement l'endroit. Il connaît tous les endroits touristiques, tous les endroits où on peut le découvrir. Donc même le chemin parcouru, il le connaît très bien. C'est un chemin rassurant, sûr,
Donc on évite d'être victime des chutes, des entorses, des fractures, des glissades, etc. Et le chemin est bien éclairé pour l'aller et le retour. Mais le plus important, ce qu'il faut faire, c'est deux choses. Choisir le moment, c'est-à-dire choisir le jour. Donc on doit être, c'est-à-dire une vision globale sur l'état de la météo ce jour, même c'est-à-dire que le BMS, quand on aura un BMS, l'évolution du BMS, les chutes de neige, etc., on ne risque pas d'être bloqué, notamment sur les routes ou bien au niveau de la zone où notre destination a été choisie, et le moment, c'est-à-dire le moment. Et par la suite, l'équipement et le guide, et profiter de ces moments agréables avec le guide, avec le groupe, notamment comment dirais-je, les campagnes qui sont organisées entre groupes, entre des fois des agences vraiment, c'est la période propice, parce que propice. les écoliers, les lycéens, les universitaires sont en congé pour les fêtes de fin d'année, donc automatiquement ils vont peut-être choisir, comme on vient de voir, ces groupes qui sont justement dans les zones enneigées du Durdura et qui sont très belles en cette saison. Mais c'est vrai qu'il faut de la prudence. Prudence aussi pour les usagers des 4 roues. Des 4 roues, Oui, absolument. Oui. Qu'est-ce qu'ils doivent faire éventuellement? On a eu de cesse de le rappeler, mais je crois qu'il faut continuer de le faire. D'ailleurs, en matière de chiffres, notamment les dernières 48 heures, on a eu 14 personnes décédées, plus de 340 blessés. Les dernières 24 heures étaient ce matin à 8 heures, 3 personnes décédées, 177 personnes blessées. Donc, les utilisateurs de la route, en période hivernale, il faut bien entretenir son véhicule. Notamment tout ce qu'il faut, tout ce qui est nécessaire pour, c'est-à-dire avoir une bonne conduite et éviter les dérapages, les renversements. Donc, tout le système de freinage, le parallélisme, l'équilibrage, l'état des pneus, la pression des pneus, c'est différent par rapport à l'été ou l'automne ou le printemps. C'est très différent. Donc, avoir un bon système de lumineux, avoir c'est-à-dire les lumières, les phares, les feux arrière, toujours fonctionnent, bien nettoyés, les antibrouillards, il faut les allumer. Même le jour, même quand il fait jour, il faut les allumer. Donc ça commence un peu, quand on voit un peu de la grisaille, directement, on doit allumer les feux pour être vu et on peut, c'est-à-dire voir les autres utilisateurs de la route. Et aussi réduire sa vitesse. Pourquoi cette précipitation? Pourquoi cette conduite violente? Il y a un code de la route qui règne pour que tout le monde soit servi par priorité. Et il faut respecter ce code de la route. Et voilà. Et pour, c'est-à-dire les automobilistes qui vont vers des destinations touristiques, d'abord l'entretien, le contrôle, un équipement un peu spécial au niveau de sa voiture. Par exemple, les balais essuie-glaces. Il faut les changer, il faut avoir une fois par an au moins. Parce que par rapport à l'agression de la chaleur au mois d'été, elles sont abîmées. Donc on doit les changer. Chaque hiver, on doit les changer. On est un pays chaud, il faut le rappeler quand même. On doit les changer. Ça agit sur le plastique, enfin, sur les matières, je ne sais pas ce que c'est comme matière. C'est du caoutchouc. Voilà. Oui. Donc quand on procède à essuyer son pare-brise, donc on peut avoir une nette visibilité. Utiliser le liquide spécial anti-gel, parce que par rapport à l'eau, il nettoie bien. Donc avoir des équipements même au sein de sa voiture, comme une couverture, des gants, le gilet de sécurité, le triangle de présignalisation. Ah, la couverture, ça je ne connaissais pas. Quand on procède à des départs, un déplacement en hiver. Oui. Des fois, on est bloqué pendant 1 heure, 1h30, 2 heures, s'il y a des chutes de neige très importantes. Donc en attendant de réouvrir les chemins, les axes routiers, donc même si on a on est coincé, il neige, donc automatiquement il vaut mieux être bien couvert. Surtout pour les personnes âgées et les enfants nourrissants, avoir le plein d'essence, parce que pour pouvoir utiliser son système de chauffage de la voiture. Tous ces outils, c'est indispensable de les avoir, notamment si on part vers des destinations touristiques, des zones montagneuses ou bien vers n'importe quelle destination, surtout en cette période. Et avoir toujours, c'est-à-dire l'œil sur l'état de la météo, l'état de la route. Il y a tous les moyens nécessaires, toute la technologie pour procéder. Même il y a des numéros verts
actuellement, la protection civile 10-21, les autres services de sécurité, vous avez vos vous allez vite, il faut le répéter. 10-21, la protection civile 10-21, voilà. Très bien, le 10-21 en cas de danger. En cas de danger, on met le 14 et vous avez toutes les applications nécessaires sur vos smartphones pour, c'est-à-dire avoir tous les renseignements les nécessaires et les conseils nécessaires pour être à l'abri. C'est un moment de vacances, c'est un moment de détente. Donc avant de partir, s'informer sur ces applications qu'on peut éventuellement utiliser en plein déplacement. Parce qu'on peut décaler notre départ. Quand c'est-à-dire il ne fait pas bon. Une tempête de neige, il faut faire attention. Le BMS, c'est-à-dire il s'étale pour une période, il a sa quantité, il a sa validité. Si on décale de 24 heures, c'est pas la fin du monde. Voilà, une période de crue quand c'est le sud, effectivement, il faut éviter parce que ça peut être très dangereux. Parce qu'on a constaté des fois, dès que les médias annoncent, c'est-à-dire le BMS chute de neige, le lendemain, il y a un monde fou, c'est-à-dire qui se dirige vers les zones montagneuses. Non. Attendez la fin du BMS, les choses reviennent à la normale, le temps devient clément et par la suite, allez-y, vous amusez, profitez des images, de la région, etc. Voilà, c'est vrai qu'on avait déjà eu un plateau autour du monoxyde de carbone, mais on va brièvement rappeler les meilleures consignes pour ce qui relève de ce danger qui plane en hiver aussi. Exactement, déjà 143 personnes décédées depuis le début de l'année, 4 personnes décédées les dernières 24 heures. Procédez à la ventilation, l'aération tout le temps. Tout le temps. Entretenir vos appareils, s'il vous plaît, et ne pas procéder à obstruer les bouches d'aération. C'est les 3 éléments essentiels pour être à l'abri et utiliser ces moyens de chauffage tranquille. Merci infiniment. C'était précis, concis et vraiment très très clair. Merci commandant Bernaoui Nassim. Donc vous êtes directeur de la communication auprès de la protection civile. Donc merci infiniment pour cette participation à l'émission. On va terminer quand même en vous souhaitant une bonne fin d'année et peut-être une heureuse et belle année 2024. Et puis voilà, pour arriver à 2024, il faut être vraiment vigilant, voilà, préventif, prendre en considération toutes les consignes qu'on a un petit peu partagées avec vous ce matin. Merci infiniment. Merci à vous, madame. Merci à ceux qui sont avec nous, qui profitent de leurs vacances justement et qui aimeraient peut-être découvrir la Casbah. C'est Samia Bouharour qui va vous en donner l'envie à travers ce reportage concrétisé dans les dédales de cette belle Médina, donc où vraiment les habitants reçoivent leurs visiteurs en toute convivialité. Inspirante et envoûtante, cette Médina antique. Elle renaît de jour en jour pour accueillir ses visiteurs dans la gaieté et la convivialité. Ses rues animées font toujours la joie des plus curieux, qui repartent toujours avec de petits trésors, histoire d'immortaliser leurs souvenirs à la Casbah. J'habite à Bordeaux en France, je suis de la région de Mostaganem en Algérie et je suis venue visiter la Casbah dans le cadre de mes recherches artistiques. On a visité Taguit et puis là on est venu visiter la Casbah d'Alger. Étant d'origine algérienne, ça m'émeut parce que voilà, avec l'histoire algérienne, etc., du coup on ressent toutes les émotions. Donc ça fait du bien d'être là et c'est nos racines. Je suis en train de découvrir le patrimoine algérien. التراث الجزائري اللي رانا محتاجينه. C'est-à-dire ولادنا دركا ما يعرفوهش. Et on est censé de le connaître, de le faire connaître. Et c'est par nous de faire passer le message pour nos enfants et pour nos petits-enfants de reconnaître le patrimoine algérien qui est vaste. Ce lieu d'histoire, de mémoire et d'art inspire de plus en plus d'artistes et d'artisans. À l'exemple de Tarek Triqi, un céramiste de renom qui crée des pièces d'art uniques depuis plus de 29 ans. كاين دي جون اللي كانوا ما يعرفوش لوندروا هذه كانوا اللي يشوفوها بالك في التلفزيون برك مي لي ديرني طون ولات يعني كاين لي توريست كاين دي جون اللي يجوا لي زوتر ولايه يعني يجوا لهنا ويحبوا يعني يفرحوا كيشوفوا ميم الارتيزان تاعنا شغل حاجه جديده عليهم تانيك لا سيراميك ما باكي بلي ماهيش معروفه بزاف مي كيشوفوها يعني نفهمهم كيفاش لا سيراميك هذه تخدم قدام الناس يعني حاجه لو بابا الله يرحمه
كان يعني هو اللي كان يقول لي خدم وانا نعاونك، انا نشوف كيف ندي لك كيفاش والام تاعي يعني وي هذه هي. Des pièces très personnalisées et très originales qui charment à chaque fois les visiteurs de cette médina. Alors, un petit aimant pour le frigo et un porte-clés. Bah, en fait, je trouve que c'est un quartier où il y a plein de trésors. Il faut venir le visiter plusieurs fois. Là, aujourd'hui, c'est ma deuxième fois, mais je pense qu'il faudrait venir au moins 10 fois pour avoir vraiment le don de voir tous les petits témoignages de l'histoire qui sont cachés sur les murs, au sol. Par exemple, ce qui est écrit en arabe. J'ai remarqué que souvent, ce qui était, par exemple, sur les murs, ce qui est écrit en arabe, là, avec le guide, quand je lui demande ce qui est écrit, c'est souvent des témoignages de bienveillance ou d'amour. Où j'ai vu un graphe avec Free Palestine, avec des jeunes jouer au foot devant. Vous partirez avec des souvenirs certainement. Oh, c'est très dur, j'arrive pas à choisir. Bah, en tant que femme, déjà je choisis les produits de beauté. L'eau de fleur de rose, les mhakang, enfin tout ce qui est pour la beauté, le savon noir, voilà. Toutes mes tantes me demandent de leur amener. Et après j'aime beaucoup tout ce qui est snin, enfin tous les objets en cuivre qui sont frappés. Ça j'aime beaucoup. Et puis bah, si je pouvais ramener toute la cuisine d'Algérie, je le ferais aussi parce que voilà, j'adore la cuisine algérienne. Si la Casbah est toujours aussi belle et debout, c'est grâce à ses enfants. Beaucoup de ces squelettes sont en train d'être restaurés et sauvés, à l'exemple de cette demeure magnifique qui résiste encore aux aléas du temps. Elle appartient à la famille Badesh dans la Haute-Casbah. Cette source d'inspiration intarissable demeura un lieu mythique et une destination des plus prisées. Ses murs, ses dédales, ses portes racontent son passé glorieux et témoignent encore de sa grandeur et sa splendeur. Merci à Samia Bouharour pour cette visite très poétique. Et bien sûr, autre bastion culturel non loin de la Casbah. Donc ce théâtre national Mahidine Bechtarzi qui a vu passer de grands noms du 4e art chez nous. Aujourd'hui, il abrite et donc depuis 2 jours le Festival national du théâtre professionnel très prisé par les amoureux de cet art. Et bien sûr, nombreuses sont les compagnies, les troupes qui vont s'affronter pour cette compétition justement qui compte aujourd'hui 13 œuvres artistiques que le public pourra justement apprécier quotidiennement. Donc aujourd'hui, on va parler justement de théâtre, on va parler de ces grands noms de théâtre, mais aussi de toutes ces personnes et ce qu'elles ont pu nous transmettre à travers ces œuvres artistiques avec Haïdar Ben Hassine qui est un connaisseur en la matière. Bienvenue. Donc vous avez été comédien, vous avez été metteur en scène, vous avez écrit pour le théâtre, adapté aussi des textes pour le théâtre et aujourd'hui vous vous intéressez de près à un métier, l'actorat en l'occurrence, n'est-ce pas? Bon, merci pour l'invitation. On est ravis de vous recevoir ce matin. Je pense que l'actorat, l'intérêt c'est à travers la formation, à travers l'accompagnement que ça devient aussi assez intéressant. C'est essayer, qu'on a eu l'occasion d'en parler à New York, c'est essayer d'accompagner une nouvelle génération, mais des adeptes, voilà, des jeunes qui s'intéressent à la pratique du théâtre. Donc, entre autres, là, il s'agit d'installer, l'occasion en est, avec le cadre du festival, des formations et des créneaux c'est difficile, avec des standards des formations, mais il y a à la base, c'est des accompagnements, c'est des masterclass beaucoup plus. Voilà, on vous voit justement à l'image avec ces acteurs donc, à qui vous enseignez toutes les techniques, toutes les bases justement du métier d'acteur. Et bien sûr, Monsieur Ben Hassine, il y aura donc il y a ces ateliers d'écriture dramatique, de régie de théâtre, tous ces métiers qui sont précieux pour la pratique artistique en termes de 4e art. Très très précieux. كاين مسيو فتحي كافي en dramaturgie عنده l'atelier تاعو الماستر تاعو وكاين ثاني un grand monsieur de la régie عندنا حنا في الجزائر c'est monsieur شريف شيخ شيوخ. Donc aussi il faut dire باللي
c'est l'une des plus importantes clés pour la bonne marche d'un spectacle, à savoir régisseur plateau, régisseur de tournée, régisseur de production. Et les spécialités c'est des spécialités clés en main à Cherchur Rabh Sherif, qui est un très grand monsieur. Et il faut savoir aussi qu'il ne s'agit pas uniquement d'intellectualiser dans la création et d'être d'un côté technicien de plateau. Ça m'a comprendre la machinerie, les lumières, les sons, tout ce qui a trait à la technique qui accompagne le spectacle, qui accompagne la création, qui accompagne la mise en scène et qui est le premier public des comédiens. Et c'est une manière aussi, ça contribue à l'écriture, toute la technique, effectivement. On a l'impression que c'est juste le dialogue qui fait la beauté d'un spectacle, mais en fait, ce sont tous ces petits détails qui font la réussite d'une œuvre théâtrale. Les grandes choses, c'est des très beaux les détails, justement. Et toute la synergie converge justement vers ça. Donc le technicien, quand je disais que le technicien est le premier public du comédien. Donc l'acte de la création pratiquement devient un acte collectif, un acte commun, une appréciation commune. Donc à l'appréciation de la technique, l'écriture prend forme parce que c'est un gain de confiance par le metteur en scène. Ça il gagne aussi, je suis en confiance. Les comédiens gagnent en confiance et quelque part l'importance de la présence technique. Oui, en termes de personnes, en termes de lumière, scénographie, tout ça, c'est important. Ça sécurise aussi la création. Absolument. Ça sécurise sur l'aspect technique, mais ça sécurise, ça donne une certaine sérénité à la crédibilité de la création en elle-même, à l'esthétique, au beau que le metteur en scène voudrait proposer. Oui. On voit de plus en plus de belles scénographies, on donne de l'importance au décor et aussi au jeu de comédien depuis quelques années. Vraiment, on fait fort. On va jusqu'à demander de la performance sur scène pour les comédiens depuis quelque temps. Donc voilà, on voit des pièces où vraiment c'est une performance à laquelle on assiste. Vous faites bien de soulever, effectivement, les dernières années. Pour les dernières années, il faut rendre hommage à quelques personnes, entre autres M. Abdelrahman Zahboui, qui est l'un des plus grands scénographes, les Kain. Il y a aussi Razak Ahmed. Il y a aussi Razak Ahmed, qui a offert des pièces théâtrales ces dernières années qui ont fait salle comble tout au long de leur parcours. Et c'est on essaie incroyable. d'être dans la générosité et dans le bonheur d'en parler. Donc c'est des œuvres où il faut en parler. Il y a d'autres scénographes. Mourad Bouchir, il y a d'autres scénographes, Hamza Jaballa, il y a d'autres scénographes, il y a plein de noms qui ont été, je dirais, j'exagère un peu, mais quand même pour rendre hommage, les pères fondateurs du renouveau Hada, de l'élan Hada, où il y a eu un choix sur l'esthétique, sur la performance, sur le jeu d'acteur, sur le spectaculaire en lui-même. Donc c'est pratiquement aussi, il faut rendre hommage aux scénographes Hada. Absolument. En tout cas, vous parlez de renouveau pour un théâtre qui a connu aussi de grands noms parmi les pionniers. Donc, on a vu aussi un hommage qui a été rendu lors de ce festival en ouverture à un monument du théâtre et du cinéma en Algérie, donc Sidi Ahmed Agoumi. On va voir un petit peu un retour sur cette première journée du festival avec notre reporter et on se retrouve juste après. Sur cette scène du Théâtre National Mahidine Bachtarzi, une pléiade d'artistes entre comédiens, danseurs et choristes se sont produits durant 90 minutes sur une comédie musicale qui relate la condition socio-professionnelle de l'artiste. Une performance théâtrale des grands soirs pour marquer l'ouverture du 16e Festival national du théâtre professionnel. Je campe le rôle d'un résistant palestinien. Je profite de l'occasion pour rendre hommage à tous les martyrs tombés à Gaza. Comme vous le savez, le théâtre a de tout temps évoqué l'artiste et son rôle dans la société. Aujourd'hui, le théâtre algérien peut se targuer d'avoir une nouvelle génération de comédiens talentueux. Et justement, donner un nouveau souffle au théâtre algérien et améliorer le rendement des artistes, ce sont les résultats attendus de cette 16e édition du Festival national. Une édition du nouveau et du renouveau. Aujourd'hui, nous remarquons un réel engouement de la part des jeunes pour le 4e art. Cet intérêt se manifeste par les avis que les spectateurs partagent avec nous. Cette année, la 16e édition du Festival national du théâtre professionnel aura pour but de promouvoir l'activité théâtrale et artistique de la scène algérienne. La cérémonie était l'occasion de rendre hommage à un des grands artistes et comédiens de la scène algérienne, Sidi Ahmed Agoumi, en revisitant son long parcours à travers le spectacle Fada Noujoum, qui met en valeur le rôle des artistes et leur place dans la société.
Sidi Ahmed Agoumi, donc voilà, qui a énormément donné au théâtre depuis les débuts, donc bien avant l'indépendance, il était déjà présent sur scène. Il était présent sur scène et Sidi Ahmed Agoumi, c'est le synonyme d'élégance. Oui, absolument. D'ailleurs, il est très élégant. Énormément de classe Ouais, et de absolument. prestance. C'est un monsieur qui a énormément donné pour. C'est l'intellectuel du théâtre. C'est le philosophe, comme aime à l'appeler des artistes du monde arabe. C'est le philosophe du théâtre en Algérie. Donc aussi c'est l'un des précurseurs. Il a connu les pionniers, il a connu les Boualem Raïs, il a connu les premiers noms du théâtre ici en Algérie. Et donc il a beaucoup donné, il a beaucoup formé de par son accompagnement aux jeunes créateurs. Il a été dans des performances, il a été porter la voix de l'Algérie sur des pièces révolutionnaires avant l'indépendance et bien après l'indépendance. Donc chaque mot lié à Youssef Sidi Ahmed Agoumi ne يوصلش à la hauteur de la personne, à la hauteur du poids et de la symbole que représente ce monsieur. Il mérite Voilà, un si bel hommage, il méritait que cette édition porte son nom, effectivement. Absolument, Donc, et pour la première fois dans une édition du Festival national du théâtre professionnel, on attribue une distinction à l'artiste qui s'est distingué durant toute une année, donc voilà, et ça c'est un nouveau prix qui s'ajoute à, bon ça c'est à titre d'information, au prix traditionnel, donc les 7 distinctions, meilleur texte, mise en scène, scénographie, interprétation féminine et masculine bien sûr, et création musicale, prix spécial du jury, le grand prix du festival, donc voilà, toutes ces troupes vont se disputer ces prix bien sûr, pour des spectacles qu'on découvrira quotidiennement à 2 horaires différents, 15h et 19h. Alors vous vous intéressez à l'actorat dans le cadre d'un atelier que vous animez en marge de toutes ces belles prestations. Et donc, que pensez-vous des prix qu'on décerne chaque année à le prix d'interprétation masculin et féminin? Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à cet acteur, à ce comédien qui monte sur scène? Oui, le prix est une consécration de l'instant, mais il peut apporter quand même il peut mettre en confiance le comédien, il sécurise la carrière du comédien, il lui donne quand même un élan pour un renouveau, pour une autre approche sur sa carrière, pour essayer d'être كما يقولوا بالعربية باش يتجدد pour que le comédien se renouvelle éventuellement, pour qu'il ne se répète pas. Donc هنايا propre aux établissements culturels, aux institutions culturelles, justement de donner des occasions autres, la consécration liée à tel ou tel comédien, surtout ceux qui seront, Inch'Allah, primés, ou celui ou celle qui sera primé, la meilleure distinction en termes d'acteur ou d'actrice, ça dépend. Ça dépend. Donc en tout cas, j'imagine que vous côtoyez des acteurs très prometteurs à qui vous insufflez un peu plus vous êtes leur guide pour être encore meilleur et plus performant. Vous l'avez fait avec des jeunes à Adrar tout récemment. Ah oui, merci beaucoup d'en parler. Vous avez détecté quelques talents. Sur Adrar, ce qui est intéressant, c'est le tempérament déjà. D'accord. Une ouverture d'esprit. Ils sont zen. Très zen. La notion de temps est tout autre. La relation avec le temps est pratiquement tout autre par rapport à ce que nous vivons. Absolument. Ils sont d'un niveau culturel extraordinaire. J'ai appris beaucoup de choses. Ils sont sur une ouverture d'esprit élevée, assez élevée. Ils sont demandeurs, justement. Ils sont des apprenants qui demandent. Au contraire, qui demandent chaque fois à apprendre, à aller au-delà, à essayer d'acquérir des techniques. Et ce qui rendait agréable le moment, c'est qu'ils ont bien compris que c'est une question technique pour être plaisant, agréable et puis utile sur scène. Très bien. Donc ils font l'effort justement d'être à ce niveau-là, à cette échelle-là, voilà, entre autres surtout. Ce sont des jeunes qui s'abreuvent de la littérature universelle et de la littérature algérienne. Et ils sont certainement à l'affût, comme vous l'avez été en tant que metteur en scène ou en tant que scénariste pour le théâtre, de ces textes beaux qui peuvent porter une belle œuvre, n'est-ce pas? Choufi, la pépinière Les Canafé Adrar est intéressante. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que c'est un terrain vierge. Et ont l'occasion d'avoir un directeur très intéressant, Mohamed Haj Bzoud, qui a fait les grandes écoles à Paris, mais qui a exercé au niveau national et qui est porteur d'un projet artistique et culturel très prometteur. Donc là, les jeunes, justement, ils essaient de puiser le répertoire national, ils essaient aussi de travailler sur le patrimoine immatériel propre à la wilaya et la zone de Touet.
أضرار. Ce qui est intéressant, j'allais dire, sur les rythmes, sur les contes, sur les histoires anciennes. Donc ils essaient de faire revivre justement le patrimoine immatériel, ce qui est encore encourageant et ils renforcent le lien نتاعهم مع الأرض, j'allais dire, voilà, surtout ça. Oui, absolument. Donc j'imagine en tout cas que cette expérience que vous allez vivre avec les jeunes qui sont à Alger et qui attendent avec impatience cet atelier depuis quelque temps, qui se sont inscrits, vous allez vivre la même expérience, j'imagine, beaucoup de cœur avec eux à l'ouvrage. Ah oui, il faut qu'il y ait beaucoup de cœur, justement. La différence sur Alger, j'essaie de faire comprendre aux jeunes maintenant que c'est une question de technicité. Oui. Parce que le plus grand problème du comédien, c'est à partir du moment où il commence à intellectualiser son personnage, la technique te casse carrément. Maintenant, il faut qu'il y ait une approche technique, il faut qu'il commence à travailler avec le corps, qu'il commence à comprendre ce que c'est que l'accessorisation de l'espace théâtre, à meubler l'espace théâtre, travailler une diction, savoir ce qu'elle a porté, concasser le texte, comme disait Agoumi, il aime bien dire justement, savoir concasser le texte, et puis il faut installer une technique, justement. Haider Ben Hassine, est-ce qu'on peut passer facilement de metteur en scène à comédien, ou est-ce qu'il est plus aisé d'être comédien d'abord et metteur en scène par la suite? Je suis assez vieux jeu. Oui. Il est assez bon d'être d'essayer de toucher au plateau, d'être comédien, et propre à l'expérience. Et il te dit qu'être metteur en scène ou rester comédien, c'est l'expérience qui te fordera. Absolument. Dans votre expérience, vous avez adapté un titre, donc une œuvre tirée du roman La Grotte éclatée, donc avec une mise en scène d'Ahmed Ben Aïssa, tout à fait, Allah yarhamou. Et puis donc une des œuvres vraiment les plus célèbres sur lesquelles vous avez travaillé, c'était une réinterprétation de La Belle et la Bête, n'est-ce pas? Professeur Klinov. Oui. Professeur Klinov, c'était inspiré d'un théâtre danois, comme vous disiez. Madame Karen Bramson, au début du siècle passé, voilà. Voilà, ce sont vos recherches, vos questionnements concernant le 4e art. Aujourd'hui, on va voir toute une génération qui va monter sur scène et qui va montrer aussi ce qu'elle a dans les tripes, n'est-ce pas? Donc vous serez attentif, vous assistez au spectacle. Je voudrais donner un clin d'œil ou un petit hommage au commissariat du festival. Donc, créer des ateliers, c'est devenu au niveau du commissariat, et par envie de monsieur le commissaire, monsieur Hiyoud Mohamed, il essaie d'installer un rythme serein, stable et dans la durée, justement, pour chaque fois essayer de donner l'occasion à ces jeunes d'être présents. Au Chenoua, je voudrais bien juste un petit détail. Donc il faut que les institutions et les établissements, à savoir les théâtres régionaux, il faut qu'ils s'impliquent, parce qu'au fur et à mesure, il est question de prise en charge, il est question d'héberger, il est question de la restauration, de plein de trucs. Il faut que les établissements s'impliquent sur ça et donne les moyens. Voilà, déjà, et être dans la décantation pour essayer de choisir et de cibler ceux qui peuvent être justement dans le cadre de ces ateliers, surtout. Merci beaucoup, Haider Ben Hassine. Donc j'espère que votre appel sera entendu. En tout cas, aujourd'hui, sur la scène du théâtre Mahidine Bachtarzi, ce sera le théâtre régional de Constantine, avec 2 pièces justement à l'honneur, notamment celle qui est en compétition et qui est signée Wahid Achour, Istirahat al-Muharijin, le repos des clowns. C'est à partir... Oui, voilà, c'est à partir de 19h. J'espère que vous serez nombreux à les encourager. Merci encore une fois. Et bon vent pour toute cette dynamique qui est favorable justement à l'art, on apprécie. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci infiniment de nous avoir aidé à parler de cet événement qui marque justement la semaine à Alger. Donc le Festival national du théâtre professionnel est actuellement en cours, donc jusqu'à la fin du mois. Profitez-en, il y a de très beaux spectacles qui vous attendent. En tout cas, tout de suite, nous allons marquer une pause avec une chanson interprétée par Roula Qadri, Ya Ghazza La Toubali, et on reprendra juste après avec les invités suivants. خلف الأسوار يتسلل بين النار زرعت فيه الآلام بعزيمته آثار وتسامى بالإيمان الصادق بل كالمارد صار بثبات رغم سكر
Merci d'être avec nous, mesdames, messieurs. Donc, pour cette séquence, nous allons parler d'un domaine tout autre. On va sortir du domaine artistique pour parler de cybercriminalité, de cybersécurité avec notre invité qui vient de s'installer. Il s'agit de Nourdine Labani, donc qui est auteur universitaire, mais également donc comment le décrire. Il est surtout expert, formateur en cybersécurité, et donc on le reçoit aujourd'hui dans le cadre de la publication d'un récent ouvrage présenté lors du dernier SILA, et donc on va donner quelques détails sur cet ouvrage et sur le parcours de notre invité tout de suite après lui souhaiter une bienvenue. Merci beaucoup. Bienvenue. Donc vous êtes installé en France depuis pas mal d'années, hein, Monsieur Labani. Ça fait déjà tout un vécu là-bas. Plusieurs dizaines d'années. Oui, une trentaine, on dira, presque une quarantaine d'années en France. Ouais. Voilà, mais avant, donc, vous avez été à l'université algérienne, vous vous êtes abreuvé de savoir dans cette université, Tout notamment dans le domaine des technologies nouvelles. Tout à fait, oui. Tout à fait. J'ai eu un long parcours professionnel en Algérie avant de me rendre en Europe, et notamment en France, hein, puisque j'ai été responsable donc dans une grande organisation, une grande entreprise. C'était un commissariat à l'époque qui s'appelait Commissariat national informatique, qui est devenu par la suite entreprise nationale des systèmes informatiques, où j'ai eu donc une certaine carrière qui a duré une dizaine d'années. Et j'ai quitté l'ENSI, l'entreprise nationale des systèmes informatiques, en 1989-90 pour me rendre en France. Et le dernier poste occupé était directeur de la planification des systèmes d'information. J'ai eu par ailleurs des responsabilités comme membre du conseil d'administration de la SNTV, Société nationale de transport voyageurs. Voilà, et puis... La SNCI, la SNTV, donc ce sont quand même parmi les plus grandes entreprises de l'Algérie indépendante. C'est ça, elles avaient leur poids quand même. C'était les pionniers de l'informatique en Algérie à l'époque. Voilà. Ces deux entreprises sont maintenant disparues. Voilà, non, la SNTV est toujours là, et donc elle s'est modernisée, puis elle continue d'exister. Voilà, toujours à l'affût justement des nouvelles technologies et des cadres susceptibles justement d'offrir toutes ces nouveautés. En tout cas, vous vous occupez de la formation si bien que vous avez choisi de partager carrément cette expérience dans un ouvrage. L'ouvrage est intitulé CISSP ou comment devenir RSSI, tout à fait. Voilà. Ça peut paraître du chinois pour certains, oui, mais vous allez bien sûr les éclairer tout de suite. Je vais donner un éclairage. Donc, cet ouvrage, il est né en fait d'une longue expérience en tant que formateur dans le domaine de la sécurité des systèmes d'information et de la cybersécurité, une longue expérience qu'on peut résumer maintenant en plus d'une quinzaine d'années. Et cette idée m'est venue des nombreux cadres informaticiens et responsables sécurité que j'ai formés
Et j'en ai formé beaucoup, hein. Rien que sur la période allant de 2010 à 2020, j'ai formé plusieurs centaines de cadres en Algérie, dans de nombreux secteurs, comme les banques, les assurances, les opérateurs télécoms, mais aussi le secteur de la défense, voilà. En Afrique aussi, hein, en vous avez Afrique, opéré de la j'interviens même façon. aussi maintenant depuis quelques années en Afrique, soit en présentiel. On me Enfin, déplace- l'Algérie est en Afrique, il faut Voilà, le dire, mais en Afrique, dans les autres pays africains également. plutôt en on Afrique dira. de l'Ouest. Absolument. Voilà, j'interviens en mode en présentiel, en me déplaçant, ce qui était le cas par exemple il y a 3 semaines. Je me suis rendu en Côte d'Ivoire, à Abidjan, pour animer un certain nombre de formations dans le domaine de la cybersécurité, mais je vais aussi dans d'autres pays d'Afrique, au Sénégal notamment, au Togo, mais aussi évidemment en Europe, en dehors de la France. Je me déplace souvent. Voilà, vous avez sorti ce livre dans le cadre des éditions universitaires, l'OPU en Oui. l'occurrence. Et quelle a été votre cible donc Alors, l'ouvrage donc intitulé CSSP ou comment devenir RSSI, donc responsable de la sécurité des systèmes d'information, cette idée m'a été inspirée par les nombreuses personnes que j'ai formées et donc on s'est dit avec quelques responsables que dans le cadre du décret présidentiel instaurant créant ce fameux Conseil national de sécurité des systèmes d'information et l'Agence de la sécurité des systèmes d'information, ce serait intéressant puisque maintenant toutes les entreprises, à la fois publiques et privées, doivent, et c'est une obligation pour elles, créer le poste de responsable de la sécurité de l'information. Ce serait l'occasion donc de nous inscrire dans cette mouvance afin d'aider justement les opérateurs économiques nationaux à se prémunir face à la cybercriminalité. Voilà. Mais de quoi parle-t-on quand on cite la cybercriminalité? Quels sont les dangers qui planent Alors sur la nos cybercriminalité, c'est quoi? En fait, la cybercriminalité peut être définie comme l'ensemble des crimes et délits numériques ayant pour source le cyberespace. Le cyberespace, c'est en fait un ensemble complexe, virtuel, qui résulte de l'interaction entre des personnes, des humains, des logiciels, des services Internet, le tout donc via des ordinateurs et via des réseaux connectés. Alors, cette cybercriminalité, elle est multiforme, elle est diverse, et elle a pour source des pirates, des concurrents, des organisations criminelles, mais aussi des États. D'accord. Des États. Alors, les sources de cette cybercriminalité, maintenant, couvrent le monde entier. Hein. Il n'y a plus de zones. Oui, on parle de ça à travers la planète tout entière. Il n'y a plus de zones. Tout le monde est touché. Tout le monde est vraiment, tout le monde pourrait avoir affaire à ce type de danger. Et justement, quelle est l'ampleur de ce phénomène? Quelles sont ses conséquences? Alors, l'ampleur de ce phénomène est donc énorme, hein, puisque la cybercriminalité n'a pas de frontières géographiques et ne respecte ni loi, ni accords internationaux, puisqu'elle est uniforme, elle est diffuse, elle peut provenir de n'importe où. Voilà. Alors le phénomène est en croissance très importante, exponentielle, puisque d'une année sur l'autre, on observe un taux de croissance de la cybercriminalité de l'ordre de 22%. Rien que sur l'année 2022, comparé à l'année 2021, la croissance, d'après les statistiques des grands instituts de sondage dans le domaine de la cybercriminalité, rien que pour cette année 2022, le taux de croissance de la cybercriminalité a augmenté de plus de 38%. Voilà. Donc personne n'est épargné, c'est l'affaire de tous. Voilà, donc tout le monde est concerné en fait. Voilà, tout le monde est concerné. Mais comment faire face à un tel risque justement? Alors comment faire face? D'abord avoir des experts comme vous, comme conseil. Tout à fait, d'où l'idée d'où l'idée de cet ouvrage. L'ouvrage aussi va permettre aux étudiants de se former, mais aussi aux professionnels d'acquérir les connaissances qui deviendront ultérieurement des compétences, afin de comprendre leur rôle en tant que responsable de la sécurité des systèmes d'information et aider leur entreprise à mieux se protéger contre les risques liés à la sécurité de l'information ou aux risques cyber. Alors,
comment se protéger? Se protéger, ça veut dire en fait établir, créer de la cybersécurité. Voilà. Créer de la cybersécurité, ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait mettre en place un nombre de mesures voilà, de plusieurs types, physiques, techniques, organisationnelles, humaines, de plusieurs aussi donc plusieurs types, mais aussi de type préventif, correctif, détectif pour réduire les risques et sécurité d'information, mais aussi cyber, à des niveaux résiduels acceptables. Voilà, quand ces risques ont été donc identifiés et évalués à des niveaux inacceptables. Voilà, c'est ça. Très bien. Alors, le but de la cybersécurité, c'est effectivement renforcer toutes les composantes du système d'information, les composantes numériques. Très bien. Donc, ce sont des pratiques qu'on doit, dont on doit s'imprégner en tant qu'individu, Tout à fait. se faire conseiller pour sécuriser ses comptes, pour sécuriser voilà, tous les outils utilisés en termes justement informatiques. Voilà, donc au niveau individuel, comment se protéger? Simplement en adoptant les bons gestes, les bons comportements. Par exemple, choisir des mots de passe variés, voilà. Donc assez complexes, mettre à jour ses systèmes, ne pas aller sur des sites internet qui soient des sites de non-confiance, voilà des bonnes pratiques qui permettent de se protéger à titre individuel, voilà, à 80-95% contre les risques auxquels on pourrait être exposé à titre individuel. Alors au niveau d'une entreprise, la démarche de gestion des risques cyber est simple, hein. Il suffit pour une entreprise, si elle veut gérer ses risques de façon efficace, d'identifier d'abord ce qu'elle a comme bien, comme ressources, voilà, à protéger. Donc d'identifier le niveau de sensibilité de ses biens et de ses ressources. Ensuite, d'évaluer des dangers qui peuvent devenir des risques et de mesurer ces dangers en définissant donc des niveaux de risque et ensuite, en fonction de ces niveaux de risque cyber, sélectionner à mettre en œuvre des mesures de sécurité pour justement réduire ces risques cyber quand ils sont considérés par l'entreprise comme étant inacceptables, les réduire à des niveaux qu'elle considère résiduels acceptables et à maintenir ces niveaux tout le temps dans la durée. Parce qu'en fait, gérer les risques pour l'entreprise comme pour un individu, hein, ce n'est pas une affaire ponctuelle. Voilà, ce sont des pratiques qu'il faut vraiment entreprendre au quotidien. Tout à fait. C'est du continu, c'est un processus continu, c'est sans fin. Ces mesures de sécurité, elles devront être mises en place en respectant un certain nombre de principes, notamment de défense en profondeur, multicouche. Il devrait y avoir aussi une cohérence dans le niveau de sécurité apporté par ces mesures de sécurité qui sont de nature technique, organisationnelle, physique, humaine. Par exemple, l'humain est considéré souvent comme le maillon faible de la sécurité. Donc, la sécurité des ressources humaines, du personnel, doit être au niveau de la sécurité apportée, du niveau de sécurité apporté par les ressources, mesures de sécurité techniques, organisationnelles et autres. Voilà. À l'échelle de l'État, par exemple, moi c'est ce qui m'intrigue le plus, parce qu'il y a quand même des secteurs très sensibles à protéger, il y a des infrastructures assez critiques dans un État qu'il faut vraiment protéger de la cybercriminalité et comment intervenir dans ce cadre-là. Alors au niveau d'un État, la démarche... J'ai toujours une démarche de sécurisation, de protection des ressources qui ont de la valeur, qui ont de l'importance pour un pays, pour un État. Et dans tout État... D'où l'importance d'avoir recours à des experts locaux, non algériens, par exemple, pour ce qui est de l'Algérie, où tous les pays souhaiteraient justement avoir comme un pouvoir sécuriser leurs data ou leurs informations ainsi. Un système d'information. Par des enfants du pays, j'imagine. Alors, au niveau d'un pays, la mise en place d'une cybersécurité passe, et donc c'est le chemin qu'a emprunté l'Algérie par d'abord la sécurisation des infrastructures critiques qui sont opérées. Qu'est-ce qu'on appelle les infrastructures critiques? Les infrastructures critiques sont opérées par des opérateurs justement d'infrastructures critiques. Alors, on appelle infrastructure critique toute infrastructure dont la perturbation ou la destruction pourrait avoir des impacts très forts sur la société. Voilà. Alors typiquement, ces opérateurs
infrastructures critiques, on les retrouve dans des secteurs très sensibles comme par exemple le transport, l'énergie, la distribution d'eau, les banques, les assurances, tout à fait. Assurances. Voilà, ce sont ce qu'on appelle des infrastructures très critiques pour un pays, donc il faut les identifier. Il faut vraiment les identifier, les protéger. Et les protéger. Donc protéger les infrastructures critiques, c'est le rôle de l'État, mais aussi aider les entreprises, les individus en les sensibilisant de façon à ce qu'ils puissent être des acteurs dans cette démarche de protection de l'Algérie contre les risques cyber auxquels elle est confrontée. Il faut savoir qu'actuellement, l'Algérie est considérée comme, ou plutôt située au 5e rang mondial des pays touchés par la cybercriminalité. Au niveau africain, l'Algérie cristallise environ 60% des cyberattaques. C'est important. Et rien que pour l'année aussi, un autre exemple très édifiant, rien que pour l'année 2023, plus de 11,5 millions de comptes utilisateurs Facebook d'Algériens, citoyens algériens, ont été piratés. Voilà. Donc l'Algérie doit effectivement protéger ses citoyens, les entreprises, l'administration, la société globalement. C'est aussi donc un autre paramètre à préciser, c'est que en 2021, l'Algérie était classée 104e sur 142 dans ses efforts pour se protéger contre les risques cyber. Elle était classée aussi 12e sur 22 en Afrique. Cette situation de 2020 va notamment changer. C'est ce que nous a annoncé l'Union internationale des télécoms qui cote les efforts entrepris par chacun des pays pour se protéger contre les risques cyber. Cette situation va changer. Pourquoi ? Parce que l'Algérie a entrepris une démarche depuis environ 3 ans pour effectivement se doter d'un système plus dispositif, performant, d'un dispositif plus performant en termes de cybersécurité. Un dispositif de protection contre la cybersécurité, donc créer un ensemble harmonieux et cohérent de protection via la création d'un Conseil national de la sécurité des systèmes d'information, d'une agence de sécurité des systèmes d'information auquel est rattaché un centre de prévention. Voilà, et tout ceci aura pour but justement et objectif de protéger les données de tous, les systèmes, de se prémunir de toute violation des systèmes chez nous. En tout cas, c'est passionnant et on pourrait en parler des heures, mais bon, à défaut d'en parler des heures, moi je vous invite à découvrir l'ouvrage qui est vraiment précieux, qui donne les détails, des exemples précis, donc tout ce qui peut être justement acquis comme connaissance reliée à ce domaine en particulier, la cybercriminalité, la cybersécurité. Donc l'ouvrage s'intitule CISSP ou Comment devenir RSSI. RSSI, responsable de la sécurité des systèmes d'information. Donc voilà, ceux qui sont concernés par cela et qui ont commencé déjà à acquérir cet ouvrage, qui peuvent aussi le consulter dans le système, dans la plateforme justement de l'OPI qui permet d'avoir regard sur les ouvrages de façon électronique. Tout à fait. Alors, juste une précision. Cet ouvrage est destiné à la fois aux professionnels de la sécurité de l'information, qui opèrent en entreprise, dans l'administration, mais aussi aux étudiants en informatique, en sécurité DSI. Il est disponible actuellement, depuis le mois de juillet, dans toutes les librairies OPU des grandes villes algériennes, mais aussi dans toutes les bibliothèques universitaires des grandes universités. Voilà. Absolument. Donc, merci infiniment, M. Noureddin Labani, de nous avoir permis de parler de ce domaine très intéressant et d'actualité à travers le monde. Donc, voilà, on vous souhaite un bon séjour. Merci beaucoup. J'espère que vous passerez de bonnes fêtes de fin d'année, donc en tout cas en famille, puisque vous profitez justement de la présence en Algérie pour voir les vôtres et j'espère que vous apprécierez chaque moment. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Merci infiniment. Bonne journée. Voilà, merci à tous ceux qui étaient avec
avec nous depuis ce matin. J'espère que vous avez profité de toutes ces connaissances. Et puis tout de suite, on va reparler d'art à travers notamment les arts plastiques. Une exposition donc actuellement abritée par la Galerie France Fanon. Mais avant, on va découvrir tout le talent. Donc, et toute cette mosaïque de couleurs et de vibrations émotionnelles offertes par justement les œuvres picturales de Abd al-Halim Sellami, actuellement présent à Dar Abd al-Latif, donc ce joyau architectural de la ville d'Alger. Donc, je vous invite à découvrir à travers ce reportage réalisé par Fadi El-Hamdi. C'est à Dar Abd al-Latif, un lieu chargé d'histoire et de charme, que se déroule cet événement, l'exposition Vibrations chromatiques de Abd al-Halim Sellami, une occasion pour les amoureux de la peinture de découvrir une ode de couleurs aux traditions et à la splendeur du Sud. Au début, ça remonte à l'école coranique. Quand je finis les sourates, je suis obligé de faire une décoration et je suis toujours pressé de finir avec le sourate pour entamer une décoration avec le smaq, l'encre, l'écriture, l'école coranique, qui fait beaucoup de gammes, beaucoup de variétés, de l'obscur vers le clair et tout ça. Et je m'amuse à faire des personnages, notamment africains et tout ça. Et depuis la rencontre avec un grand artiste syrien qui m'a enseigné la peinture au lycée, c'était un ami et en même temps c'était un peintre engagé. Ces œuvres reflètent particulièrement les richesses spirituelles, telles que la générosité, l'hospitalité et la simplicité, qui les imprègnent de manière distinctive et colorée. Je viens avec une exposition intitulée Vibrations chromatiques avec 42 tableaux, donc entre l'abstraction et le figuratif. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de scènes, de femmes aussi. La vibration chromatique, parce que ce qui me caractérise la peinture de Sellami, c'est la présence abondante de la couleur. Donc, et c'est des couleurs chatoyantes, des couleurs qui bougent tout le temps en mouvement. C'est pour cela que j'ai donné le titre. Le visiteur est convié dans le monde de cet artiste unique, passionné de sa ville natale, Touggourt. Il a un profil artistique un peu particulier, on voit ça bien dans son travail, qui est un peu un mélange entre le signe, le figuratif, l'atmosphère saharienne, là où il habite. Donc on voit son climat un petit peu spirituel, beaucoup plus, vu les signes. Le travail prend les gestes de la sculpture et de la gravure afin d'obtenir des reliefs, des fleurs, des rosaces, des formes géométriques, tous motifs et symboles empruntés à la sculpture de stuc ancestral ou à la broderie de Touggourt. Monsieur Sellami n'est plus à présenter, c'est un artiste connu. Il a réussi à créer l'événement et comment dirais-je, à chaque fois que j'admire ces tableaux, c'est toujours une fête avec plein de couleurs. Et c'est un artiste qui a réussi à se débarrasser de la culture occidentale, parce que pour retrouver la personnalité algérienne, donc vraiment je lui tire chapeau pour ça, parce que on reconnaît que c'est un travail algérien. L'exposition se poursuivra jusqu'à la fin de ce mois. Avis aux amoureux de la peinture. Voilà, donc pour cette dernière ligne droite, nos amis se sont installés. Voilà, honneur aux dames d'abord. Notre invité d'honneur pour cette dernière séquence n'est autre que l'artiste peintre et sculpteur
Donc Zahia Jennet Habri. Hebri, voilà. De Daël aussi. Oui, Daël, oui, le nom. Il est parti comme nom d'artiste. Très bien, donc ravi de vous retrouver ce matin. Vous exposez actuellement aux côtés de Monsef Guita, mais aussi donc de notre ami, donc qui n'est autre que. Alors oui, il y a Monsef Guita. Et il y a aussi donc Monsieur Addan Mustafa. Je cherchais le prénom. C'est difficile des fois quand on cherche quelque chose et qu'on. Il n'y a que les anciens aujourd'hui. En tout cas, voilà, vous faites partie d'une même génération d'artistes et voilà, on découvre vos œuvres communes sur cette belle exposition abritée actuellement par la Galerie France Fanon. Donc, à vos côtés, donc, il y a Sam. Bonjour. Samira Hadjamar, bienvenue. Merci. Donc, aujourd'hui, vous vous intéressez aux découvertes archéologiques récentes. Oui, récentes, pour l'année 2023, quelques-unes, mais il y en a eu des dizaines et des dizaines, et à travers le territoire. Excellent. Donc, ça fait le bonheur des archéologues. Yazid, réveillez-vous. Yam, moi c'est Yam. Yam. Yam, vous nous avez habitués depuis quelque temps à parler de la Palestine. Est-ce que cela continue aujourd'hui? Oui, on va parler de ça. Oui, on va parler en fait de ce formidable mouvement de solidarité avec les Palestiniens. Voilà. Donc, et plus précisément, ces faiseurs d'opinion, ces activistes américains, qui à l'image de Cornel West, qui est candidat aussi pour les élections aux États-Unis, et qui est en train de dire sa rage contre ce qui se passe à Gaza surtout, et de expliquer que lui, il n'est pas contre les Juifs. Il le dit contre les sionistes, contre ce qui se passe. Oui, et vraiment, il le dit d'une manière assez rock'n'roll, une manière forte. Nous allons voir un petit peu comment il le dit d'une manière. Oui. Enfin, il dit sa rage en fait. C'est un cri. Oui, c'est un cri contre l'oppression, contre ce génocide à ciel ouvert. Nous pouvons voir un petit peu ce petit passage. Oui, j'invite la régie à partager ce passage avec nous, si c'est possible. Oui, c'est un activiste américain. Il est candidat. Voilà, l'image est arrivée. Voilà, nous allons voir. In solidarity with anybody who's occupied, anybody who's subjugated, anybody who's exploited, and that's why we focus on Gaza at this moment, because a genocidal attack is taking place. Yeah. 10,000 Ben oui, il le dit, génocide, il le dit d'une manière assez... Enfin, on a tous envie de crier et de dire notre rage. Voilà, c'est quelqu'un qui était formé déjà dans l'école des Black Panthers. Et c'est pour ça qu'on voit cette rage et cet engagement pour les opprimés, pour les Palestiniens, pour ce qui se passe à Gaza. Et puis, il y a toute une liste d'acteurs, de célébrités qui ont pris position et qui ont défendu la cause palestinienne, notamment la cause humanitaire, le fait que des enfants vivent aujourd'hui dans un charnier à ciel ouvert, on le voit. Et puis elle a dit aussi Angelina Jolie. Oui, elle a repris encore la parole. Oui, même si ses parents l'ont contredit, ils voulaient lui porter la contradiction, ils voulaient l'intimider, mais elle est restée vraiment fidèle à ses engagements en disant que c'est d'une prison à ciel ouvert un charnier en fait à ciel ouvert. C'est carrément une tombe, une grande tombe. Richard Gere, il y a Roger Waters, c'est toute une pléiade d'artistes qui sont mobilisés. Absolument. Il y a Suzanne Sarandon, mais je crois qu'elle elle a repris son propos parce qu'ils sont victimes de pression de la part du lobby. Oui, il y a toute une pression parce que maintenant on se demande pourquoi. En fait, ils résistent, en fait, il y a une pression des grands lobbies, des groupes de pression comme les boîtes de production. Oui, comme Hollywood, elle est pratiquement dévisée. C'est une première dans l'histoire que Hollywood, il y a quand même des artistes qui disent basta, on arrête. Et puis Hollywood, elle a une responsabilité historique du fait de présenter, de caricaturer un peu le palestinien et de montrer un peu ce mythe, ce mensonge en fait, de la terre promise en fait. Et au-delà des artistes, il y a eu cette mobilisation exceptionnelle de tout le personnel de la Maison Blanche qui a fait un sitting
face à la Maison-Blanche pour dire stop au massacre et arrêtons, cessez le feu et vraiment de mise avec ce génocide. En tout cas, voilà, c'est une prise de position courageuse qu'on oui, il y a en tout cas. Richard Gere, il y a Roger Waters, il y a Schwarzenegger, il continue en tout cas et on espère que toutes ces voix continueront. Eric Cantona, il y a beaucoup de... Oui, tout à fait. Et puis là, je voulais aussi rendre hommage à tous les journalistes. Il y a plus de 96 journalistes qui sont morts. 90 journalistes qui sont morts, merci pour la précision, qui sont morts sous les balles assassines, qui sont morts dans les décombres. On a commencé à couper l'électricité, l'Internet, etc., pour ne pas accéder à la source. Après, on les tue carrément. On les tue sous les décombres. Absolument. Voilà. Donc, ils sont nombreux, on reviendra certainement avec de plus en plus d'états. Moi, j'aimerais bien qu'on rende hommage à ce corps journalistique meurtri, effectivement, par tous ces décès. En tout cas, oui, tous ceux qui résistent. Les artistes sont très sensibles, comme on vient de le voir, à tout ce qui se passe à Gaza, j'imagine aussi. On se sent, du moins ici, on se sent démunis. Et c'est ça la rage qui nous habite là. Et puis on ne sait pas, on se dit quand est-ce qu'ils vont réagir. Et puis enfin, il y a un tas de choses. Certains artistes arrivent à peindre dans cette douleur, certains n'arrivent pas. Vous faites partie de quel camp? Je viens d'une exposition qui se passait là à Tlemcen. Avant-hier, là, j'étais là. Et puis c'est ce qui est formidable, il y avait des jeunes. Il y avait une espèce de concours pour des jeunes artistes. Et là, justement, ils ont manifesté, ils ont montré toutes les, quelques horreurs de ce qui se passe en Palestine. Voilà, ils ont réussi à s'exprimer par... Moi, j'aimerais aussi, mais là, ce que je présente ici à France Manon, c'est pratiquement déjà des œuvres faites avant l'événement. Donc, peut-être que je vais être sensible, je vais laisser courir l'eau parce que c'est-à-dire, disons, je m'exprime. Là, il y a la sculpture, évidemment. J'ai tellement fait de moujahidine pour notre cause à nous, initialement. Absolument. Mais là, je vais peut-être, je vais mettre l'eau. Parce que j'utilise l'aquarelle. Je vais laisser courir l'eau pour exprimer un peu ce désastre. Voilà. Oui, vous êtes connu pour toutes ces belles sculptures urbaines, entre autres, qu'on retrouve dans différentes villes de l'Est du pays. Vous êtes aussi connu pour cette grande sculpture qui a immortalisé, qui est à l'effigie du président Feu Ouali Boumedienne également. Et tout le monde connaît cette œuvre. Et aujourd'hui, vous participez non pas avec des sculptures, mais avec des peintures à cette avec des aquarelles, beaucoup plus, disons, chatoyantes. Peut-être que je ramène un peu de gaieté. Oui, c'est vrai qu'on en a besoin. On en a grand besoin, effectivement. Parfois besoin. Mais hier, j'ai été en passant par la galerie, mais elle est vraiment merveilleuse, cette galerie. Puis les œuvres sont là. Ils allaient me parler, vos œuvres, en fait. Je suis de passage, juste comme ça. Parler un petit peu juste de ce que vous avez fait. C'est vraiment merveilleux, magnifique. Merci. Alors, c'est l'aquarelle qui est là. L'aquarelle. Longtemps, cette aquarelle, c'est-à-dire même en Europe ou même dans les autres pays, elle a été, disons, la cousine pauvre qu'on mettait un peu. Mais tous ces derniers temps, elle prend ces lettres disons, elle prend beaucoup plus, elle prend beaucoup plus, et les gens se rendent compte, parce que c'est difficile quand même l'aquarelle, différente de la peinture à l'huile, parce que c'est un peu de l'instantané. Donc une erreur, on la paye cher si elle est foutue, si des fois on fait une erreur. Donc c'est pour ça, mais moi je m'exprime parce que ça m'amuse d'abord dans ce domaine-là. Ça me détend. Quand je fais de la sculpture, là aussi je viens de finir quand même 105 mètres carrés de céramique pour la ville de Haneb, bien sûr, d'ailleurs juste avant de venir sur Alger. Et donc avec l'aquarelle, ça me détend parce que à chaque fois, et puis c'est presque improvisé, et alors je m'étonne moi-même des fois des résultats, et ça m'amuse, voilà. Excellent, donc vous vous amusez en tout cas sur tous les supports possibles et imaginables pour un artiste. On peut vous retrouver sur une petite aquarelle comme sur un échafaudage, donc de la hauteur de ce mur. 14 mètres. Effectivement. Vous n'avez pas peur des supports ni des dimensions. Pas du tout. Je touche un peu à tout, c'est-à-dire j'ai aussi bien le bronze, le béton, la résine, donc je suis toujours friande de rechercher d'autres
moyens technologiques pour m'exprimer. J'adore aussi la céramique. La céramique, là, c'était des carreaux que je viens de finir, mais j'adore la céramique, disons, quand c'est dans le domaine de la sculpture. Donc, je suis en contact direct avec la terre, donc la forme, plus les couleurs. Donc, la céramique, pour moi, elle allie les deux. C'est magique. Effectivement. La peinture et la sculpture. Voilà. Peut-être rappeler que Madame Dahel est à l'origine du WICEM, de la création du WICEM en 84. C'est pour ça que je beaucoup disais de médailles. Elle a créé énormément de médailles, justement. De médailles, le président de mérite. Et les médailles de Tal Moujahedine. C'est pour ça que tu disais que j'ai participé en quelque sorte. Bon, j'étais jeune pour la Révolution, mais j'ai participé, j'ai fait des Moujahedines un peu partout, plus les médailles Tal Moujahedine, qui sont de ma création, avec la médaille de mérite, bien entendu. Voilà, c'est une manière de leur rendre hommage et ils le méritent parce qu'ils nous ont rendu notre dignité. En tout cas, les archéologues contribuent aussi au travail qui permet justement de restaurer de toute l'identité, l'histoire de notre pays. Les archéologues, mais pas que. Alors, ce qui est intéressant, c'est que durant l'année 2023, il y a eu énorme, mais pas que l'année 2023, hein, tout... Pas que. Pas c'est-à-dire pas tout le temps en fait, c'est tout le temps. Moi, je ces petits tics. Hein. Bon, avant que ce soit trop tard, je vais dire. On va trouver. Deux sites qui, à mon avis, sont importants, ceux de Médéa. Il y a un site qui a été retrouvé. En fait, ce qu'ils ont trouvé, c'est des inscriptions Tifinagh. Donc, qui date de l'ère de la pratique du Tifinagh. Alors, généralement, on le trouve Sahara. On l'a retrouvé plus au nord. Médéa, c'est juste là. La ville d'Achir. Voilà. Et donc, depuis le néolithique. C'est la ville d'Achir. Un peu plus loin. Où c'est là? Du côté d'Achir. On l'a retrouvé à 10 km à l'est de Médéa, à Oussra. C'est une belle découverte. Donc, voilà, c'est les inscriptions de l'ère de la pratique du Tifinagh. D'habitude, on le retrouve Sahara, c'est lié au Touareg. Et peut-être l'inscription, c'est du libique, d'accord. Et en général, on n'en trouve pas au nord. Mais bon, ça a été trouvé. C'est la première fois que ça arrive dans la wilaya de Médéa, donc c'est une très bonne chose. Alors, c'est toujours associé avec l'université ou le CNRPH ou le CNRA. Toutes ces découvertes, en général, les directions de culture, donc soit CNRA, CNRPH, l'université d'Alger qui dispose d'un institut d'archéologie, et ils font surtout appel à la gendarmerie nationale qui a une brigade dédiée au patrimoine. La protection. Oui, mais c'est-à-dire ils connaissent toute la procédure parce qu'en général ils sont formés aussi par le ministère de la Culture, donc des archéologues. Il y a souvent ou la des direction. sessions de formation. Ils ont retrouvé sur des poteries ou sur des... Des stèles. Des stèles, exactement, des stèles. Et parfois, c'est des petits morceaux, mais bon, voilà. Alors, un autre site intéressant, alors, Taref, ça c'est très récent, je pense au mois de décembre, c'est avec la coopération des Italiens. Il y a des archéologues qui sont venus d'Italie, c'est passé par l'ambassade, et il y a pour la wilaya de Taref. C'est pas très loin d'Al-Naba, je crois. Non, c'est pas loin. Pas loin. Taref Al-Naba, c'est pas beaucoup. C'est à proximité. Oui, il y a 69 sites qui ont été retrouvés. Donc il y a l'équipe qui est venue, ils travaillent en collaboration avec l'Algérie, bien sûr. Et c'est un long travail. Ce qui est intéressant, c'est que c'est de nouveaux sites. Ils ne sont pas inscrits sur la liste de l'inventaire. C'est important de les... Donc les sites romains, puniques. En général, alors celui punique, c'est celui qui a été retrouvé à Tipaza, tout près de... C'est Sidi Ibrahim, donc on va dire que c'est Gouréa. Sidi Ibrahim al-Tayyar ou al-Khawas? Donc Sidi Ibrahim, bon ça y est, tous les gars. Et une colle. Je l'ai perdu, voilà, je l'ai perdu, je sais plus où c'est. Alors c'est à Sidi Ibrahim, je ne sais pas. Ça a été... C'est où? C'est plusieurs sites, donc c'est 69 sites. Donc on ne donne pas exactement... Les périodes. Là, on ne dit pas exactement où, comme ça les gens ils vont pas aller fouiller là-bas. Mondovi ou la c'est ça. On ne donne pas. Il y a aussi, alors, Tipaza, c'est un site punique, c'est intéressant, c'est une belle découverte, c'est des objets. Il y a aussi des ossements qui ont été retrouvés. Ça date du 2e au 3e siècle avant notre ère. C'est important de le répertorier et de le mettre dans l'inventaire et après de l'inscrire au patrimoine national.
Et parfois, ça nécessite de l'inscrire au patrimoine universel. C'est selon l'importance du site. De la découverte. Voilà, ce qui a été retrouvé à Béchar, alors il y a plusieurs choses. Ça a été retrouvé avec la brigade de gendarmerie, bien sûr. Il y a 3 sites qui ont été retrouvés. Pas très loin de Gnetsa, il y a des gravures rupestres qui ont été trouvées. J'ai donné des images on va les voir, on va les découvrir, j'espère. À Faiza. Donc il y a eu plusieurs experts. Il y a à Tébessa aussi, on a retrouvé. Voilà les gravures rupestres. Voilà. Elles sont belles, elles sont bien très très belles. Oui. Très bien conservées. Donc c'est sur un site qui s'appelle Mensaba, j'espère que je prononce correctement. C'est à 40 km de Gnetsa. Ça, tu connais très bien. Oui, bien ça sûr. c'est des Bouzillans. Il y a aussi des inscriptions antifinards. On les a vues juste à côté des. En général, c'est des éléphants petits, des rhinocéros, des formes animales. En fait, il y en a plein. Il y en a des phacochères, des phacochères, exactement, des bovidés. C'est ça. C'est ça. À Schleff aussi, on a retrouvé, donc du côté on a trouvé une ferme agricole romaine. C'est souvent du romain qui est trouvé. On est dans l'Antiquité. Et on a retrouvé aussi un atelier de fabrication de pierres polies. Voilà, tout ça pour dire qu'il y en a énormément. C'est vraiment varié. À Tébessa aussi, on a retrouvé une nécropole, 12 tombes. En fait, si on fouille juste un peu, on va trouver plein de choses. Mais c'est vraiment un musée à ciel ouvert sur le plan archéologique. Exact. Même si on creuse ici, on va trouver des choses aussi. Peut-être. Il y a une grotte préhistorique qui a été trouvée au boulevard des Martyrs. Dans le haut Mustapha. Dans le haut Mustapha, Voilà. il y a une grotte. Meskina, elle a été détruite dans les années 50 à cause d'un éboulement. C'était pas. Mais tout ce qui a été retrouvé à l'intérieur, donc des dents de crocodile, des choses comme ça, et des ossements humains ont été transportés à l'université d'Alger. Je ne sais pas si ça existe. Prochaine fois, je vous offrirai des perles de coquillages, puisque. Il y en a plein sur le mur. Voilà. Mais c'est à Tindouf qu'on trouve tout ça. Tous ces fossiles à portée de main. C'est-à-dire que carrément, il y a des sols couverts de fossiles. J'étais là-bas, j'ai retrouvé. Oui, il y a. De fossiles et de météorites aussi. Oui, et c'est pour ça qu'à l'aéroport de Tindouf, la vigilance est vraiment au top. Rappelez aux gens qu'il est strictement interdit de ramasser quoi que ce soit, que ça relève du pénal et que c'est protégé par le code du patrimoine. Voilà, mais le pire dans tout ça, c'est que quand on déplace, même si c'est un petit caillou, on efface l'histoire un petit morceau de l'Algérie. Mais là, au boulevard, c'est pas protégé. On peut prendre des coquillages. Après, c'est. Oui, au boulevard. C'est dommage. C'est une toile naturelle. Oui. Il y a des coquillages, il y a des huîtres fossilisées. Elles sont très grandes d'ailleurs. Il y a beaucoup de choses naturellement fossilisées par la nature. Et ça raconte. Comme disait Gerouabi, ben oui, on doit oui, lire absolument. Mais tout ça raconte l'histoire de l'Algérie. Et donc, déplacer ou décrocher ou essayer de voler une gravure rupestre, comme ça s'est passé l'année dernière, ils ont détaché un morceau de gravure rupestre, est un crime contre l'Algérie et contre l'histoire de l'Algérie et contre l'identité de l'Algérie. Et c'est puni par la loi. Oui, mais quand on est citoyen, on doit respecter tout ça. Bon, après, je peux donner plein de sites. À Béjaïa, il y a eu de très belles découvertes. C'est récent, ça date aussi de l'époque romaine. C'est à Malkou, c'est un site, donc c'est un trésor monétaire. C'est à Melbou. À Melbou, oui. Pas Melbou, là. C'est à Malkou, pardon, à Béjaïa. Malkou. Je suis incapable, moi, de corriger. Voilà. Donc, c'est un trésor monétaire. Il date de l'époque romaine. Ils ont demandé un classement national de cette monnaie. Il y a une convention qui a été signée avec le Musée national des antiquités. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'on trouve des choses, dans la wilaya, s'il y a un musée, on l'emmène dans son musée. Sinon, ça vient ici au musée des antiquités. Des antiquités, comme c'est le cas depuis l'ouverture de ce musée. Et donc, il y aura une convention avec l'Institut archéologique de l'Université d'Alger 2. Et les étudiants pourront travailler dessus, partager les savoirs, profiter, mais il y aura plus tard une exposition, on pourra la voir. Absolument, on va C'est une bonne idée de sortie aussi, hein. Oui, absolument. Une bonne idée de sortie pour les musées. Merci beaucoup Yazid, merci beaucoup ça y est, Samira, c'est terminé. merci Il m'a pas laissé parler. Jeannette, Zahia, Habrih, donc Cybersécurité nous a pris tout notre temps. Oui.
Yazid, donc voilà, c'est le temps de rappeler juste que l'exposition de notre artiste ici présente, donc ambassadrice de la ville du Jujube Annaba, donc qui est présente donc actuellement, donc les œuvres sont présentes sur les cimaises de la galerie France Panon. C'est à Riyad El Fath, donc jusqu'à la mi-janvier. Jusqu'à la mi-janvier à peu près. Donc vous pourrez en profiter, découvrir donc de talentueuses artistes. Donc notre artiste ici présent, c'est aussi Monsef Guita et aussi Mustafa Addan qui sont également présents. Il y a aussi les œuvres de Manou Kahlan qui gère, Abdelrahman Kahlan qui gère l'espace justement. Je voudrais le remercier parce qu'il a fait beaucoup d'efforts pour préparer cette exposition. J'aimerais poser quand même une question à madame. Rapidement, parce que le générique passe déjà. C'est-à-dire pour l'archéologie, on m'a dit, c'est-à-dire une œuvre, au-delà dès qu'elle est finie, c'est un archéologue qui m'avait dit ça, elle entre dans le... Disons, dans la... Oui, elle fait partie de l'histoire, effectivement. Oui, bien sûr. Elle fait partie de en quelque sorte. Tout est protégé. Absolument. Dès que je finis quelque chose, par exemple une sculpture, elle est un mosaïque, un morceau de mosaïque. Vos sculptures, qui sont dans différentes rues de Annaba et ailleurs, sont des témoins d'un temps et d'une époque, effectivement, et qu'on étudiera plus tard. Mais c'est des objets, pour la plupart, qui datent de 3000 ans, qui sont très anciens. Merci beaucoup, Samira. Merci à notre invité, merci à Yazid, et merci à ceux qui étaient avec nous depuis ce matin. On vous souhaite une excellente fin de journée. À très bientôt. And we'll walk